Vendredi 23 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Sahara occidental, Pedro Sánchez refait volte-face et plaide pour une solution onusienne. Le chef du gouvernement espagnol affirme son soutien au peuple sahraoui. Maroc, le quotidien sioniste Haaretz publie un article accablant sur le roi du Maroc, Mohamed VI, santé du roi, situation économique du pays ou encore stress énergétique. On en parle dans un instant. Et à l'approche du dialogue interpalestinien d'Alger, le Premier ministre sioniste Yair Lapid évoque une solution à 2 États, des déclarations surprenantes dont on parlera dans ce journal. Conflit en Ukraine, référendum d'adhésion à la Russie ce vendredi dans 4 régions. Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia sont concernés. On va parler de diplomatie pour entamer ce journal. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, refait volte-face concernant le dossier du Sahara occidental. Il affirme son soutien au peuple sahraoui et s'en remet aux Nations Unies pour la résolution du conflit au Sahara occidental. Une ligne politique suivie par Alger depuis toujours. Safwan Ben Sabri. Pedro Sánchez Pérez Castejón, synonyme de volte-face en espagnol. Le chef du gouvernement ibérique rétropédale pour revenir au point de départ. Lors de son allocution aux Nations Unies, Pedro Sánchez a affirmé son soutien au peuple sahraoui, reconnaissant de facto l'existence de ce dernier, de quoi provoquer l'ire de Rabat, qui a toujours qualifié les Sahraouis de séparatistes. L'Espagne soutient une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Mon pays, l'Espagne, va continuer à soutenir la population sahraoui comme nous l'avons toujours fait. Plus encore, aucune mention n'est faite du plan d'autonomie marocain que Sánchez qualifiait pourtant de solution la plus réaliste en mars dernier, ce qui avait fait le bonheur du gouvernement marocain. Sánchez évite même de mentionner le Maroc dans son allocution, comme si ce dernier n'était pas partie prenante du conflit. Aucune réaction de Rabat pour le moment, la deuxième volte-face espagnole est passée sous silence par la presse marocaine, alors que celle-ci avait largement relayé la lettre envoyée par Pedro Sánchez, dans laquelle il affirmait tout son soutien à la politique marocaine. Le chef du gouvernement espagnol s'en remet désormais aux Nations Unies pour la résolution du conflit au Sahara occidental, une ligne de conduite soutenue depuis toujours par Alger que Pedro Sánchez souhaite visiter, comme mentionné par le principal intéressé. Un revirement qui met donc dans l'embarras le royaume du Maroc, qui ne sait plus sur quel pied danser, tributaire des tribulations de puissances étrangères. Et la République du Soudan du Sud assume sa décision de reconnaître la RASD. C'est dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères que le Soudan du Sud répond aux tentatives du Maroc de le dissuader de reprendre ses relations avec le Sahara occidental. Après une rupture de 4 années, Juba a décidé de renouer avec la RASD en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le vice-président de la République du Soudan du Sud s'était entretenu avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères à ce sujet. Et en dépit des manœuvres diplomatiques malicieuses du Maroc pour détourner l'opinion internationale, le principe à l'autodétermination pour le peuple sahraoui reste un droit légal et légitime. En témoignent les derniers acquis pour le Sahara occidental à l'Assemblée générale de l'ONU. Les détails avec Amine Touta. Un 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies, une étape diplomatique importante pour plaider les causes justes dans le monde, à l'image de la Palestine et le Sahara occidental.
Pour la dernière colonie d'Afrique, la tribune onusienne a reflété le droit légitime du peuple sahraoui, de par la position de soutien du président péruvien Pedro Castillo pour le Sahara occidental et la décision du Soudan du Sud de rétablir ses relations avec la République arabe sahraoui. Une réalité synonyme de camouflet pour Rabat qui n'a fait que contourner par des tentatives désespérées des décisions internationales, en particulier africaines, concernant la décolonisation du Sahara occidental. La victoire de la cause sahraoui ne s'est pas limitée sur le terrain onusien. En pleine session de l'Assemblée générale de l'ONU, le tribunal africain des droits de l'homme et des peuples a qualifié l'occupation marocaine des territoires sahraouis comme une entrave au principe d'autodétermination. La Cour demande aux États membres de travailler à trouver une solution à l'occupation marocaine. Comment ? En favorisant le référendum de détermination, dont il faut accélérer l'organisation. Et la Cour demande aux États membres de s'abstenir de toute démarche qui encourage l'occupation. Il faut comprendre par là l'ouverture des consulats, les visites, les transactions commerciales, les produits qui en découlent des richesses naturelles, etc. C'est donc un arrêt historique sans précédent d'un organisme continental qui reconnaît le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et une autre bataille de perdu pour le Maroc dans sa guerre de colonisation de terres qui ne lui appartient pas. La diplomatie marocaine enchaîne les échecs et les déboires et paye au prix fort sa politique expansionniste et sa normalisation avec l'entité sioniste. Et le quotidien sioniste Haaretz a publié un article accablant sur le roi du Maroc, Mohamed VI, mettant à jour des scandales auxquels le souverain marocain serait lié, la santé du roi, la situation économique, le chômage ou encore le stress énergétique que vit le royaume et qui s'apprête à traverser un hiver rude. L'auteur de l'article n'y est pas allé de main morte. Souhila Kilal. Il semblerait que le royaume chérifien et son monarque soient de plus en plus isolés sur la scène internationale. Les alliés se font de plus en plus rares, même les médias sionistes n'hésitent plus à accabler le souverain. Le quotidien sioniste Haaretz a publié le 22 septembre 2022 un article à charge contre le roi Mohamed VI. Selon l'article, le roi du Maroc est un homme malade. Il aurait subi une opération cardiaque il y a 2 ans et aurait passé la majorité de son temps à Paris, donnant des instructions à ses assistants et à son Premier ministre par téléphone ou via visioconférence. Le souverain marocain aurait été vu il y a 2 mois dans les rues en compagnie d'amis, alors qu'il semblait ivre, un verre à la main. La vidéo est vite devenue virale sur la toile. Toujours selon l'article, la situation économique du Maroc n'est pas meilleure que celle de son roi. Le Makhzen a beaucoup investi dans l'achat d'armes, de missiles et d'autres matériels militaires, y compris le système automissile Iron Dome et des missiles air-sol en provenance de l'entité sioniste. Ce qui a provoqué une énorme brèche dans les finances du royaume au début de l'année. La Banque mondiale prévoyait une croissance annuelle de l'économie du pays à 3,2%, mais celle-ci a récemment été ramenée à seulement 1,5%. S'agissant du pétrole et du gaz, le Maroc en importe 90% de sa consommation et dont le coût a fortement augmenté en raison du conflit en Ukraine. Le taux de chômage, lui, est situé selon les chiffres officiels à plus de 12% chez les jeunes. Ce chiffre est plus proche de 30%. L'emploi dans le secteur agricole lui a fortement réduit, impacté par une grave sécheresse, ce qui a causé un déplacement massif des populations vers les villes. Le secteur agricole représente plus de 14% du PIB du Maroc et emploie plus de 40% de la population. Le quotidien Haaretz s'est également penché sur la baisse spectaculaire de la qualité de vie qui engendre quotidiennement une colère sociale. Et on va revenir à présent sur une déclaration faite aux Nations Unies à l'occasion toujours de la 77e session de l'Assemblée générale à New York, celle de Yair Lapid qui a créé la surprise en évoquant dans son discours une solution à 2 États comme la meilleure solution concernant le conflit qui oppose la Palestine et l'entité sioniste. Des déclarations qui surprennent tant sur le fond que sur le timing choisi. Tinhinen Makassi. Comme à l'accoutumée, quand un représentant de l'entité sioniste s'exprime aux Nations Unies, c'est pour se plaindre de son ennemi juré, à savoir l'Iran. Et Yair Lapid ne déroge pas à la règle. Comme ses prédécesseurs, il s'est lancé dans un pamphlet accusateur envers Téhéran. Cela dit, Lapid crée la surprise, puisqu'il évoque une solution à 2 États quant au conflit qui oppose la Palestine et l'entité sioniste. Serait-ce là une volte-face de l'entité sioniste, qui jusque-là s'est montré le principal obstacle pour la solution à 2 États préconisée par la communauté internationale depuis 1937 avec la commission PID.
Bien que le discours de Lapid se veut historique pour certains observateurs, de nombreuses questions restent encore en suspens. La principale est sans doute les politiques expansionnistes de l'entité sioniste, que ce soit en Cisjordanie occupée ou encore à Al-Quds Est. D'ailleurs, lors de son allocution, le représentant de l'État hébreu ne donne aucune précision quant aux frontières et les capitales des deux futurs États, ou encore de l'avenir du blocus sur Gaza. Yair Lapid ne parle pas non plus des résolutions onusiennes qui ont favorisé cette solution à deux États, à l'instar de la résolution 242 du 22 novembre 1967, qui faisait suite à la guerre de 6 jours. Le discours de Lapid peut séduire sur le papier. Cela dit, au sein de la classe politique de l'entité sioniste, il ne fait pas l'unanimité, loin de là même. Le discours vu par l'opinion internationale comme une lueur d'espoir est perçu comme une trahison dans le clan politique de Lapid. Les colons israéliens étant habitués à des politiques d'apartheid et d'impunité. Lors de son allocution, Lapid déclarera, je cite, « un accord avec les Palestiniens basé sur l'existence de deux États pour deux peuples est la meilleure chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël, pour l'avenir de nos enfants. » Fin de citation. Serait-ce là une opération séduction pour aller vers d'autres normalisations avec les pays arabes, surtout que les fractions palestiniennes sont attendues à Alger le mois prochain pour une réconciliation historique? Et en Palestine, les élèves ont observé une grève. Ils protestent contre les tentatives de l'entité sioniste d'imposer ces manuels scolaires. Un programme altéré et trompeur selon les enseignants et les parents d'élèves. Ils rejettent catégoriquement l'éducation sioniste. Neila Hamouda. Le système éducatif en Palestine est en totale paralysie. Imposer des manuels scolaires dans une version et vision sioniste dans les écoles palestiniennes à Al-Quds occupée. Des milliers d'élèves disent non à cette tentative de l'occupant d'occulter l'ancien système éducatif palestinien. Pas moins de 100 000 élèves ont décidé donc de ne pas rejoindre les bancs des écoles pour crier haut et fort le refus du changement de l'ancien programme. Plus de 150 écoles palestiniennes ont fermé. Les enseignants et les familles ont décidé de mener le combat. Ils ont protesté pour dénoncer le mépris de l'entité sioniste pour les droits des scolarisés palestiniens à Al-Quds occupé. Ils considèrent le changement comme étant une tentative d'induire en erreur leurs enfants, spolier leur histoire, leur géographie, leur société et leurs aspirations nationales, ainsi que les valeurs du peuple palestinien. Cette grève a été décidée après que la barbarie sioniste a commencé à exécuter des sanctions contre les écoles, afin de les forcer à abandonner l'ancien programme et à passer plutôt à celui de l'entité sioniste uniquement. Un programme altéré et trompeur, car les symboles nationaux palestiniens ont tout simplement été supprimés, tels que le drapeau palestinien et le mont du Temple comme substitut de la Sainte Mosquée Al-Aqsa. Face à une résistance acharnée des enseignants et des parents d'élèves, l'entité sioniste a suspendu les licences de 6 écoles palestiniennes à Al-Quds occupée pour une période d'1 an, sous prétexte d'incitation dans les manuels à se soulever contre l'occupant et son armée. Le gouvernement palestinien appelle les institutions internationales à prendre leurs responsabilités et à faire pression sur l'occupation afin qu'elle arrête de s'immiscer dans le système éducatif palestinien. Mais le silence semble prendre la parole. Autre conflit dans lequel l'entité sioniste est embourbée, celui des frontières maritimes avec le Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati affirme que des progrès tangibles ont été réalisés dans les pourparlers indirects. On l'écoute à ce propos. Je tiens à réitérer l'attachement absolu du Liban à sa souveraineté et à ses droits sur ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. Et je tiens à réitérer notre désir sincère de parvenir à une solution par la voie des négociations attendues depuis longtemps. Je suis heureux de vous informer que nous avons réalisé un progrès tangible et nous espérons arriver à une solution dans une courte période. Et ce vendredi, des référendums d'adhésion à la Russie se sont tenus dans 4 régions, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Des scrutins annoncés il y a quelques jours, ils ont été vivement dénoncés par le gouvernement ukrainien ainsi que ses soutiens occidentaux. Le point avec Imen Merad. Les référendums d'adhésion ont débuté tôt ce vendredi dans 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Sous le feu des critiques internationales, le scrutin a été qualifié de simulacre par Kiev et les Occidentaux.
accusant Moscou de faire main basse sur des pans entiers de territoire et marquant une escalade majeure du conflit russo-ukrainien qui entame son 8e mois. Malgré toutes les oppositions, le vote d'adhésion s'est bel et bien tenu ce matin. Rêvant d'un retour dans la Grande Russie, Denis Pouchkine, dirigeant de la République populaire de Donetsk, a montré le chemin des urnes, ne doutant aucunement de son choix. Je suis ravi que ce pourquoi nous nous sommes battus depuis si longtemps se réalise enfin. Le retour chez nous, le retour à la Grande Russie. La participation de chaque habitant du Donbass qui a franchi toutes ces épreuves pendant ces 8 longues années. Non seulement je n'ai aucun doute sur le choix que nous avons fait en 2014, bien au contraire, maintenant je suis même profondément convaincu que ce chemin vers la Russie est le seul droit chemin et le seul chemin menant au développement pour le Donbass. Tout cela n'est possible qu'avec la Grande Russie. Le chef de l'administration de la région de Kherson, Vladimir Saldo, emboîte le pas en se rendant lui aussi au bureau de vote pour accomplir son devoir. Ces votes, sur le modèle de celui qui a formalisé l'adhésion de la péninsule de Crimée à la Russie en 2014, ont fait l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois et ont drainé la foule ce matin à l'ambassade de la République de Donetsk à Moscou. Nous revenons dans notre patrie. Je suis sûre que tout va changer pour le mieux, parce que je crois que dans un avenir proche, il y aura la paix et la stabilité. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais nous y croyons toujours, parce qu'une fois que Donetsk sera remis au monde russe, la Russie nous soutiendra. En fin de compte, tout cela va dans le sens du rétablissement de l'Union soviétique. Il y a encore un long chemin à parcourir, car le processus est long, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mercredi, le président Vladimir Poutine a ainsi décrété une mobilisation partielle de Russes en âge de combattre et concerne au moins 300 000 personnes, accusant les Occidentaux de vouloir détruire la Russie et menaçant d'avoir recours à tous les moyens en cas de risque et de danger sur l'intégrité et la sécurité territoriale de son pays. Et dans le conflit en Ukraine, les premiers réservistes quittent une ville sibérienne. On peut le voir sur ces images, un bus rempli de réservistes russes mobilisés pour combattre en Ukraine. Ils quittent la ville de Balei. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé cette semaine la mobilisation de 300 000 hommes et femmes. Conférence de presse à Kiev tenue par des représentants ukrainiens aux côtés des ambassadrices britanniques et américaines. Cette conférence se tient au lendemain d'un échange record de 215 prisonniers de guerre avec Moscou. Kiev a récupéré 10 étrangers et 205 Ukrainiens, dont les chefs de la défense et de l'Assyrie Azovstal dans la ville de Mariupol. En échange, Moscou a obtenu 55 Russes et un ex-député ukrainien, un proche du président russe Vladimir Poutine. La journée d'hier a été chargée. Il y a eu quelques changements de modalité. Il y a eu un retard de près de 7 ou 8 heures. Mais heureusement, tout s'est arrangé. Nous avons vraiment récupéré tout le monde. C'était déjà le 20e échange. Au total, nous avons déjà échangé 802 citoyens ukrainiens. Les 200 personnes que nous avons échangées hier directement sur le territoire de la région de Cherniv ont été échangées contre Medvedchuk. Et on va continuer à parler crise en Ukraine, direction New York, où le ministre algérien des Affaires étrangères Amtan Lamamra a participé à la réunion du groupe de contact de la Ligue arabe au niveau ministériel sur justement la crise en Ukraine avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. La réunion a été consacrée au dernier développement de la crise et aux perspectives permettant aux deux parties du conflit de reprendre les négociations en vue d'aboutir à une solution politique garantissant la fin de la crise, tout en œuvrant à atténuer ses répercussions et ses retombées, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique.
De nouvelles sanctions économiques contre la Russie sont examinées par l'Union européenne. Déclaration faite par le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, suite à l'annonce d'une mobilisation partielle en Russie. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont également réaffirmé leur engagement à finaliser les préparations pour la mise en place d'un plafonnement du prix du pétrole russe. Le Conseil examinera une nouvelle série de sanctions à l'égard de nouveaux individus et étudiera le renforcement des sanctions économiques ciblant encore davantage la partie technologique de nos relations avec la Russie. Pour l'instant, les sanctions sont déjà très dures et très efficaces. Allemagne-Russie, une tension qui ne cesse de monter au fil de l'opération et de l'opération spéciale justement en Ukraine. L'impact se fait de plus en plus ressentir sur le plan énergétique, vital pour l'économie allemande qui continue à recevoir pourtant du gaz russe malgré les apparences, même si cette quantité ne cesse de baisser. Et pour parer à la crise énergétique, le gouvernement Scholz vole au secours du secteur gazier avec un plan de restructuration dont le géant Uniper. Karim Bouaziz. Les journaux de la presse allemande en ont fait les gros titres. Nationalisation au sujet d'un secteur énergétique dans la tourmente. Dos au mur, le gouvernement allemand d'Olaf Scholz, afin d'éviter la faillite, reprend en main le plus gros importateur de gaz d'Allemagne, Uniper. On n'ose pas le dire, mais le pays cœur du continent européen est en plein pied dans une crise énergétique. Précisons qu'Uniper était déjà en difficulté antérieurement, mais avec l'arrêt de livraison de gaz russe qui passait par le gazoduc Nord Stream 1, la situation a vite empiré. L'entreprise, pour remplir ses obligations envers ses clients, a dû se tourner vers d'autres fournisseurs et acheter du gaz au prix fort sur le marché mondial. Au départ, un plan d'aide visait une reprise à hauteur de 30%. Plus tard, en juillet, la participation de l'État est montée à 93%. Mais celui-ci, tout compte fait, n'aurait pas suffi à combler les besoins du groupe. Le Finlandais Fortum, jusqu'ici actionnaire principal de l'entreprise, a accepté de céder ses parts à l'État allemand pour un montant de 480 millions d'euros. Sans parler des 8 milliards d'euros que devra rembourser l'État allemand, accordé à Uniper par Fortune. Une nationalisation lourde financièrement pour le gouvernement d'Olaf Scholz et surtout pour le contribuable allemand. Mais dans un cas de figure contraire, la faillite d'Uniper aurait été, selon les experts allemands, catastrophique pour le secteur de l'énergie dans son ensemble et du chauffage particulièrement. Une tension ayant trait au secteur de l'énergie traverserait les bâtiments du Bundestag. Il y a moins d'une semaine, l'une des plus grandes raffineries d'Allemagne située à Schwendt, qui fournit du carburant pour Berlin et sa région, appartenant à une entreprise russe, menaçait de tout couper. Le gouvernement allemand vient de décider d'en prendre le contrôle, décision radicale d'un site de 1200 salariés. Ajoutons les 100 millions d'euros que devra investir le gouvernement allemand pour sa transformation, conséquence du bras de fer avec Moscou. On rappelle que l'embargo sur le pétrole russe doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, mais on le voit, l'énergie russe va peser financièrement sur le quotidien des Allemands. Remplacé par un pétrole venu par bateau et train, soit principalement du gaz de schiste américain. Or, on ne construit pas un oléoduc en une journée, même si on s'appelle la Grande Allemagne, industriellement parlant. Et retour à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où la parole a été donnée aux Africains. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud parle de sécheresse et de terrorisme dans son discours. Il évoque les crises graves et imbriquées. On écoute ses propos. En Somalie, pour la première fois, nous avons créé un nouveau poste de ministre de l'Environnement et du Changement climatique chargé de diriger le processus urgent visant à remédier à l'impact dévastateur de la détérioration de notre environnement national et régional. La Somalie est prise en étau entre les inondations et les sécheresses dues au changement climatique et aux mauvaises infrastructures. Notre peuple, qui a une longue tradition de vie harmonieuse avec la nature et ne contribue guère aux émissions toxiques qui réchauffent la terre, est celui qui paye de sa vie aujourd'hui.
Le président de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, appelle au soutien de la communauté internationale qui considère indispensable et attendu en revenant sur l'insécurité grandissante au Burkina. Il assure à l'Assemblée générale, toujours des Nations Unies, que conscientes de leurs responsabilités, les autorités de la transition travaillent avec la communauté internationale pour respecter les 24 mois de transition imposés par la CEDEAO. La seule volonté ou la simple détermination du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme ne suffiront pas à elles seules à produire des effets durables ou irréversibles dans ce domaine. Le soutien de la communauté internationale est indispensable et attendu. Et direction les Bermudes où des rafales à 160 km/h et des pluies violentes ont frappé la capitale Hamilton ce matin. L'ouragan Fiona s'abat sur cette petite île isolée au cœur de l'océan Atlantique après avoir semé la destruction dans les Caraïbes. Des milliers de personnes se retrouvent sans électricité. Le courant a été coupé par endroits selon les autorités qui craignent des dégâts dans les zones côtières. Les établissements scolaires étaient fermés et le gouvernement a annoncé l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence. La circulation des bus et des ferries est suspendue. On va parler sport avant de se quitter. Direction le complexe olympique d'Oran, au stade Miloud Hetfi, plus exactement, où se jouera dans un peu plus de 30 minutes le premier match amical de la sélection algérienne face à la Guinée. En attendant le second match amical mardi soir face au Nigeria. On va en parler avec Faisal Salah, notre envoyé spécial. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma. Alors, la sélection algérienne est de retour à Oran ce soir, une ville que la sélection a quittée en 2005. On imagine que l'ambiance est à son comble et que ce match se jouera à guichet fermé. L'équipe nationale est de retour à Oran après 17 ans d'absence. Résultat, stade Miloud Hetfi, archi-comble, 39 500 supporters sont ici au stade Miloud Hetfi pour soutenir les Verts. Dans un match amical avec un atmosphère, on va dire, d'un match officiel. Les Verts qui ont déjà refoulé la pelouse, la magnifique pelouse de stade Miloud Hetfi. Apparemment pour les 11, la composition, on n'a pas l'officiel, mais d'après l'échauffement des Verts, c'est Mustapha Zarba qui va être gardien de but. La charnière défensive va être composée de Tougaï et Bedrad à gauche. Il y aura Rami Ben à droite. On parle de Ben Ayada, Nabil Ben Taleb, qui fera le grand retour après son absence depuis 2018, son bon retour avec Saïd Benasser. On parle aussi de Ben Debka titulaire aujourd'hui et à l'attaque. Écoutez bien, André Delors sera bien l'attaquant aujourd'hui, en compagnon d'Ademounès et aussi Brahimi. C'est la composition à 99% pour l'entraîneur Janel Belmati. Merci Faisal Salah, vous étiez en direct avec nous depuis le stade Miloud Hetfi à Oran, donc pour le stade qui se jouera à 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite un point météo. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir et à demain.